Mes chers compatriotes, nous sommes ce soir le 13 mars 2021 et je crois utile de faire avec vous un point sur la situation de la Covid-19 en France. Je le fais d'autant plus que je vous rappelle que le 1er mars dernier, Emmanuel Macron avait appelé à, je le cite, tenir encore 4 à 6 semaines avant de pouvoir desserrer certaines contraintes face à cette épidémie. Il avait dit ça lors d'un échange avec des jeunes dans un centre de formation aux métiers industriels à Stein, en Seine-Saint-Denis. Alors c'était le 1er mars. 4 à 6 semaines, ben là, demain c'est le 14, ça fera 6 semaines. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien du tout. Alors, je voudrais avec vous quand même faire le point sur cette situation parce que j'ai du mal à suivre, mais tous les jours ou tous les 2 jours, on apprend un truc énorme, un truc absolument sidérant sur l'état de la gestion par le gouvernement et par Macron de cette pandémie. Je rappelle d'ailleurs que M. Macron a ainsi le 10 avril, donc il y a 3 jours, il s'est félicité devant la presse que la France parvienne à remplir des flacons de vaccins dont le contenu était acheté à l'étranger. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai cru que c'était une blague du Gorafi. C'est incroyable. Le président de la République française, avec une charlotte en papier sur la tête, une blouse blanche et un air grave, qui fait venir des médias, notamment l'AFP, pour expliquer que c'est une grande victoire de l'industrie française. On arrive à remplir des flacons avec un vaccin fabriqué ailleurs, c'est vraiment se moquer du monde. Mais le pire, c'est que le surlendemain, le 12 avril, on apprenait que Sanofi, le grand laboratoire pharmaceutique français, annonce la construction d'une usine de fabrication de vaccins pour 400 millions d'euros à Singapour, c'est-à-dire à 12 heures de vol de Paris, à 10 000 km, 11 000 km, au bout de la péninsule de Malaisie. Sanofi qui bénéficie par ailleurs de subventions publiques généreuses, notamment en matière de recherche. Comment se fait-il que l'État, en France, n'ait pas imposé à Sanofi de fabriquer le vaccin en France, puisqu'il paraît qu'il faut avoir une indépendance vaccinale? La réalité, c'est bien entendu que dans le cadre européen, on n'a plus aucune manœuvre, aucune manette. Il faut laisser les entreprises peuvent se délocaliser, et j'en passe et des meilleurs. Mais enfin, que Macron ne vienne pas nous expliquer, ne vienne pas expliquer aux Français qu'on est en train de récupérer notre indépendance vaccinale et de pousser des cocoricots parce qu'on met simplement un vaccin fabriqué ailleurs dans un flacon, alors que la première grande usine de fabrication de vaccins qui va être construite va l'être à Singapour. On a l'impression d'ailleurs que Macron, Castex, Véran, c'est un peu les pieds nickelés et qu'ils sont systématiquement dans la mauvaise case. Ils font toujours le truc qui n'est pas bon. Je rappellerai ainsi les pérégrinations des vaccins. On avait mis beaucoup d'accent sur AstraZeneca. Alors je ne vais pas en reparler, tout le monde est au courant, mais quand même, on en est quand même à plusieurs dizaines de morts maintenant avérés, à de nombreux effets nocifs. On en est quand même au fait que dans 4 départements français, AstraZeneca est complètement interdit, notamment en Moselle. Et puis, on en est puis dans des départements d'outre-mer. Et puis, on sait aussi que de toute façon, ce vaccin n'est plus admissible que pour les plus de 55 ans. En attendant peut-être d'ailleurs que d'autres découvertes sur d'autres effets nocifs ne se manifestent et qu'on soit amené à interdire purement et simplement ce vaccin. Je rappelle, je l'ai dit, je ne veux pas jouer les prophètes de malheur, mais je le rappelle, on a eu l'occasion d'en parler lorsque j'avais reçu notamment Fabrice Divisio ou bien Louis Fouché, les effets nocifs des vaccins vont apparaître petit à petit et il faut compter au moins 18 mois à 2 ans pour les connaître tous ensemble, alors que ça ne fait jamais que 3-4 mois qu'on connaît maintenant les débuts de ces réactions. Alors, le vaccin, un nouveau vaccin est arrivé. Il y a le vaccin Pfizer sur lequel on ne parle pas, mais qui produit aussi des effets négatifs sérieux, notamment des paralysies faciales. Et puis il y a quand même plusieurs centaines de morts inexpliquées, mais il paraît que ça n'a aucun rapport. Il y a le vaccin Moderna, qui est le petit pousset dont on parle encore moins que les autres, qui pourtant est un vaccin à ARN messager comme le vaccin Pfizer. Il paraît qu'il a des effets nocifs, c'est simplement, on perd simplement la peau qu'il y a sur les mains. Bon, mais pour l'instant, il est beaucoup moins utilisé que les autres. Et puis il y a un dernier venu parmi les vaccins occidentaux, c'est le vaccin Johnson & Johnson. Alors il se trouve que l'Agence européenne du médicament a autorisé le 12 mars dernier le vaccin Johnson & Johnson. Paraît-il que c'est un truc formidable. Je rappelle que l'Agence européenne du médicament n'a toujours pas autorisé le vaccin russe Sputnik V, qui existe depuis le mois d'août de l'année dernière et qui, paraît-il, pose des problèmes infinis. Mais en tout cas, je suis pas là pour vendre le vaccin Sputnik V.
Je ne suis pas là non plus pour vendre le vaccin chinois Sinovac, mais ce que je vois, c'est que le vaccin de Johnson & Johnson, lui, il a eu droit à une gentille fée qui a dit tout de suite que l'Agence européenne de médicaments devait lui donner le feu vert. Le résultat, c'est que le 12 mars, l'Agence européenne du médicament donne son feu vert et le 29 mars, l'Union européenne commande pour la bagatelle de 55 millions de doses qui doivent être entièrement finies d'être livrées fin juin. Je précise que ce vaccin Johnson & Johnson a une particularité, c'est que lui n'a besoin que d'une seule dose et non pas de 2 doses avec quelques semaines d'écart. Ce vaccin, donc 55 millions de doses, c'est fait pour 55 millions de personnes. Alors ça, c'était donc à la fin mars. La France a donc dit qu'elle avait besoin de vaccins, et on a joué les coudes, et on a appris que le vaccin Johnson & Johnson serait livré à l'Union européenne le 19 avril, et puis grâce sans doute à l'intercession de M. Thierry Breton, le commissaire européen de nationalité française, qui à la Commission européenne est un peu en charge de l'approvisionnement des vaccins, eh bien nous on a eu une petite faveur, c'est qu'au lieu de recevoir ça le 19 avril, on l'a reçu hier, le 12 avril. On a commencé à le recevoir. La France a reçu 200 000 doses de façon tout à fait prioritaire en passant devant les autres. 200 000 doses donc pour 200 000 personnes. Sauf que c'est triste. Mais sauf que patatras, aujourd'hui même, le 13 avril, on apprend que les États-Unis d'Amérique, que l'Agence du médicament aux États-Unis d'Amérique, eh bien, ont décidé de préconiser une pause, c'est-à-dire c'est un mot diplomatique pour ne pas dire suspendre, l'application, les injections du vaccin Johnson & Johnson parce qu'on s'est aperçu eh bien, qu'il provoque des risques de caillots sanguins comme AstraZeneca et sans doute de thrombose et peut-être de décès. Donc les Américains, en ce moment même où je parle, viennent de suspendre ce vaccin dont nous venons de recevoir 200 000 doses moyennant à argent sonnant et trébuchant. Alors, face à tout ça, comment faire pour réagir ? Il n'y a pas que le vaccin. Normalement, il y a aussi la protection de ce qui se passe à l'étranger. Et on nous avait bien expliqué que la France avait pris des mesures pour empêcher l'arrivée de personnes venant de pays avec une forte épidémie. Par exemple, on a interdit pendant des mois, je crois que c'est toujours valable d'ailleurs, qu'il y ait des touristes taïwanais ou japonais ou coréens qui viennent en France. Je ris parce que ce sont les pays au monde où il y a le moins d'épidémies. Voilà. Et donc on a interdit fermement aux Taïwanais de venir dépenser leur dollar de Taïwan ou bien les Coréens à venir dépenser leur won en France. Alors, il se trouve qu'il y a en revanche un pays où il y a une épidémie quand même virulente en ce moment, c'est le Brésil. C'est le Brésil où, paraît-il, on a comptabilisé jusqu'à 92 variants, dont certains semblent particulièrement résistants aux médicaments et aux vaccins. Alors, il se pose la question de savoir mais qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis du Brésil ? Le 11 avril, Clément Beaune, qui est le secrétaire d'État aux Affaires européennes qui multiplie d'abord les passages dans les médias. Alors lui, c'est quand même un des ministres qu'on voit le plus souvent. Mais non seulement il passe très souvent, mais alors il multiplie les bourdes, les pas de clerc, les inexactitudes, les erreurs monumentales et les fautes diplomatiques à un rythme industriel. Le 11 avril, il passe donc à la radio et il est interrogé sur la situation vis-à-vis du Brésil. Et il a dit très exactement, j'ouvre les guillemets, que la France était, je le cite, très sérieuse dans la fermeture des frontières, notamment vis-à-vis du Brésil, car il n'y a plus que... Il a dit il y avait normalement 50 000 personnes par semaine qui venaient du Brésil en France et que c'était tombé à simplement 1000 personnes par semaine. Alors moi, j'ai sursauté, j'ai fait d'ailleurs un tweet. 1000 personnes par semaine, ça fait quand même 143 personnes par jour qui viennent du Brésil où on dit que l'épidémie est fulgurante. Donc on ne peut pas parler de fermeture des frontières. C'est complètement délirant. Ou bien il y a un véritable risque de développer en France des nouveaux variants venus d'un pays, et à ce moment-là, on doit faire une quarantaine absolument très sévère, ou bien pas. Mais on ne peut pas faire une quarantaine en laissant entrer 1000 personnes par semaine. C'est vraiment se moquer du monde. Je rappelle que si la Covid-19 est apparue en France, c'est peut-être, quoi que ça soit discuté, mais peut-être lorsqu'on est allé chercher les Français qui étaient à Wuhan, en Chine, au mois de janvier. Bon. En attendant, je fais un tweet. D'autres personnes que moi s'émeuvent, ça fait un mini-scandale, l'affaire commence à être reprise par les journaux, et donc
hier, 12 avril, le ministre des Transports, M. Djebbari, monte au créneau pour venir un peu épauler Clément Beaune, et il nous explique que le nombre, en fait, c'est de 50 par jour et non pas 143 par jour. C'est-à-dire, c'est plus les 1000 par semaine ou les 143 par jour dont parlait M. Beaune, mais c'est 50 par jour. Bon. Et il en parle comme si c'était de la gnognotte, mais 50 personnes contaminées par jour, ça suffit à contaminer tout un pays. Et alors, chose extraordinaire, il explique que le Conseil d'État, paraît-il, aurait interdit d'arrêter les vols en provenance du Brésil au motif des libertés de déplacement. Un truc de dingue. Un truc de dingue. C'est-à-dire, ça fait des mois qu'on empêche les Chinois, les Taïwanais de venir en France, et d'un seul coup, le ministre des Transports nous explique que le Conseil d'État aurait sorti d'un chapeau une jurisprudence nouvelle en expliquant que c'était pas possible. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. Aujourd'hui même, 13 avril, M. Castex, le Premier ministre, d'un seul coup, d'un seul, a en fait un aller-retour et a désavoué ses deux ministres, parce que ça partait dans tous les sens. Il a dit qu'il a décidé que tous les vols seraient suspendus du Brésil. Ce qui signifie que M. Beaune avait dit n'importe quoi et M. Djebbari aussi. C'est quand même beaucoup que sur une affaire qui est quand même l'affaire du gouvernement depuis un an, la gestion de la Covid-19. Il n'est question que de ça matin, midi et soir et la nuit, 24/24, 365 jours par an. Sur une affaire de cette nature, sur le pays le plus contaminé au monde, on a deux ministres qui disent l'un puis l'autre des choses différentes et dans les deux cas des conneries. Excusez-moi l'expression. Alors M. Castex a interdit les vols. Voilà. Sauf que, me dit-on, mais c'est encore à vérifier, il paraît que sur le terrain, cette interdiction ne serait pas du tout respectée. Voilà. Et que vous pouvez très bien venir du Brésil et arriver encore en France. Je n'en sais rien. Mais comme dans ces histoires de gestion de la Covid, on a tout vu et son contraire, je n'exclus pas. Il y a quand même une constante. Une constante dans le gouvernement, c'est le refus des traitements. Ces refus sont absolument sidérants. Il n'y a même plus d'explication d'ailleurs maintenant, puisqu'on a des interdits comme ça, qu'il n'y a même plus besoin d'ailleurs de l'exprimer. Il y a des interdits systématiques. Ça commence quand même à bouger parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se posent les questions que nous, à l'UPR, et pas que nous, mais nous en particulier, depuis des mois et des mois, on pose. Nous, ça va faire un an qu'on pose la question des traitements. Je rappelle, je l'ai déjà rappelé, je le rappelle encore une fois, qu'avec Nicolas Dupont-Aignan et Florian Philippot, le 2 janvier dernier, nous avons fait une lettre très circonstanciée à M. Véran, avec copie à M. Macron. Et que nous attendons, nous sommes maintenant donc le 13 avril, cette lettre date du 2 janvier, M. Véran n'a toujours pas daigné répondre à notre interrogation sur l'ivermectine. Alors face à ça, eh bien, on voit qu'il y a, on pensait aussi à d'autres traitements. Il y a une mobilisation sur le terrain de dizaines et de dizaines de médecins, et en particulier dans la région PACA, Provence. Alors ça c'est intéressant parce que je crois bien que c'est la première fois, ou une des toutes premières fois, qu'une chaîne de télévision publique, France 3 Provence en l'espèce, a rendu compte de cette mobilisation d'un certain nombre de plusieurs dizaines de médecins de terrain, de médecins généralistes, et qui ont recensé en Provence, Côte d'Azur, ont recensé des malades sur plus de 5000 cas quand même, et des malades auxquels ils ont donné de l'azithromycine. Et ce que dit ce reportage, vous allez le voir d'ailleurs dans un instant, ce que dit ce reportage, c'est que eh bien, l'utilisation précoce de l'azithromycine face à des malades a, excusez-moi de le souligner, divisé par 20 le nombre de morts, par 20. Hein, ça veut dire que là où on avait 100, il n'y en a plus que 5. C'est-à-dire 95% de réussite, c'est d'ailleurs très supérieur au vaccin. Et par ailleurs, réduit à quasiment zéro, pratiquement à plus rien, les Covid-19 longs, c'est-à-dire ceux qui posent le plus de problèmes. À Sifour-sur-Mer, Claude Escarguel, microbiologiste, est en charge de cette étude. 5000 patients ont été traités à l'azithromycine, un antibiotique, car le virus du Covid serait aidé dans sa progression par une bactérie. L'antibiotique tuerait la bactérie. Il peut exister dans certaines infections virales des interrelations avec des bactéries coopérantes au sein du microbiote pulmonaire. Ce qui expliquerait que les résultats des traitements par les médecins qui ont traité qu'à l'azithromycine ont été remarquables. Avec ce traitement, 20 fois moins de décès et presque pas de Covid long. Cette petite boîte, toute simple, d'antibiotiques, serait-elle la solution en parallèle à la vaccination ? C'est ce que pensent en tout cas ces médecins de ville.
une boîte de médicaments qui coûte moins de 10 €. Que dit et que fait le gouvernement? Que disent, que font M. Macron, M. Castex, M. Véran face à ça? Ça, c'est quand même énorme. Maintenant, c'est même sur la télévision publique. Qu'est-ce qu'ils disent? Rien. Voilà, c'est vraiment du style les chiens aboient, la caravane passe. Comme si ce que nous disions, nous, et tous les Français avec nous, quand est-ce qu'on s'intéresse au traitement? Quand est-ce qu'on généralise l'utilisation de l'azithromycine, de l'ivermectine, de l'hydroxychloroquine, etc. Quand est-ce qu'on le fait? Aucune réponse. De toute façon, cette affaire finira très très mal pour le gouvernement, c'est absolument certain, puisque de plus en plus de gens s'intéressent à ça, et pas seulement en France. La France n'est pas un isolat. On a découvert au cours des derniers jours qu'un médicament dont on parle quand même depuis maintenant un certain temps, qui s'appelle le budesonide, qui est un anti-asthmatique, eh bien qu'il obtiendrait des résultats tout à fait brillants. Le 10 avril dernier, donc il y a quelques jours, une étude randomisée, ces fameuses études randomisées que les fact-checkers nous ont toujours envoyées dans le nez, une étude randomisée faite par 24 chercheurs venant de tous les pays du monde, enfin d'un certain nombre de pays du monde, a été publiée dans le Lancet, le fameux journal britannique, pour indiquer que ce médicament contre l'asthme réduit le risque d'aggravation de 91% des patients ambulatoires de la Covid-19. Ambulatoires, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore hospitalisés. Et donc ça permet justement de ne pas les hospitaliser, c'est-à-dire qu'on en est au début de l'épidémie. Alors comment se fait-il que, lorsque le Lancet avait publié une fausse étude, rappelez-vous, au mois d'avril ou mai de l'année dernière, qui condamnait l'hydroxychloroquine, aussitôt M. Véran avait interdit l'hydroxychloroquine en se fondant sur cette étude dont le poteau rose avait été dévoilé. D'ailleurs, une semaine après, c'était une étude fausse. Que je sache, l'hydroxychloroquine, l'interdit n'a toujours pas été levé. Comment se fait-il que l'on ne nous parle pas de cet anti-asthmatique? Soit dit en passant d'ailleurs, pour une maladie comme la Covid, il est assez naturel d'utiliser un anti-asthmatique. Je voudrais d'ailleurs dire à ce propos que plus le temps passe et plus on découvre qu'il y a des quantités de médicaments, de traitements qui semblent avoir une efficacité. Il y a eu l'hydroxychloroquine, le plaquenil qui en est un dérivé, vous aviez l'ivermectine, vous avez la colchicine, vous avez ce médicament anti-asthmatique, vous avez l'azithromycine, vous avez l'artémisia, vous avez également cette plante qu'on a trouvée en Guadeloupe. Enfin, il y en a des dizaines en fait de médicaments, de médecine qui semblent améliorer. Donc la pensée officielle, si j'ai bien compris, de Macron, Véran et Castex, c'est que tous les pays du monde, toutes les personnes qui ont été guéries, qui se chiffrent par millions, avec ces médecines, qui ne valent pas grand-chose d'ailleurs en termes financiers, eh bien, ont toutes eu la berlue. Voilà. Il y a eu des millions de personnes qui ont eu la berlue. Seul M. Véran est au courant. Et puis, bien entendu, les grands laboratoires, comme Gilead, qui, lorsqu'ils ne financent pas Mme Karine Lacombe, essayent de vendre le remdesivir qu'il a fallu arrêter parce que, d'abord, ça coûtait les yeux de la tête, et deuxièmement, c'était complètement inefficace, et troisièmement, extrêmement nocif. Eh bien, maintenant, où en sommes-nous? Eh bien, nous en sommes dans une espèce de lutte entre deux façons de voir la suite des événements. On a l'impression que le monde se découpe entre ceux qui sont sur le tout vaccin, l'interdiction faite aux médecins de soigner, l'interdiction d'envisager des thérapies par des traitements, uniquement le tout vaccin. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas de soigner en définitive, c'est d'imposer le vaccin et ce qui va avec, c'est-à-dire un système de contrôle de la population. Et puis, de l'autre côté, il y a le combat de ceux qui, au contraire, veulent non seulement soigner les gens, mais se battent pour la liberté. C'est ça. En fait, c'est une espèce de tectonique des plaques terrifiante. Dans le premier cas, vous avez les élites, au sens large, du monde occidental, les élites du monde de la finance, des grands laboratoires pharmaceutiques, mais aussi des grands partis politiques ayant pignon sur rue, dans lequel, par exemple, le Rassemblement national s'est faufilé, puisque maintenant, le Rassemblement national est devenu tout mignon, tout mignon, tout mignon, on ne dit plus rien, il est complètement aplati devant Big Pharma, comme les Républicains, comme d'ailleurs, au passage, même tout à fait à gauche, on n'entend pas beaucoup parler de ça. Et donc ça, ce sont les gens qui sont là pour nous expliquer qu'il n'y a pas d'autre solution que le vaccin. Et la suite. Et la suite, c'est quoi? La suite, eh bien, c'est notamment le pass sanitaire qui a été voté par les parlements européens.
Le pass sanitaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est en train d'acclimater dans la tête des gens l'idée qu'il est tout à fait légitime d'avoir en permanence sur soi, de présenter. Alors déjà, ça sera pour circuler entre les pays européens, mais de présenter patte blanche et montrer que l'on est vacciné contre la Covid-19 avec pas tous les vaccins, mais seulement ceux agréés par l'Agence européenne du médicament, c'est-à-dire des vaccins d'origine américaine ou occidentale et la plupart étant avec un ARN messager. On est en train d'accréditer cette idée comme si c'était quelque chose de normal. Je suis désolé, moi j'ai 63 ans. Je me suis fait vacciner quand j'étais petit. Enfin, j'ai été vacciné du BCG contre la tuberculose. J'ai dû avoir le DT polio, etc. Mais j'ai passé des décennies de ma vie, quand j'allais au restaurant, personne ne me demandait si j'étais vacciné avec le BCG. Pourtant, la tuberculose, qui d'abord n'est pas éradiquée, la tuberculose est une maladie autrement plus mortelle que la Covid-19. Alors pourquoi est-ce qu'on nous demanderait spécialement sur la Covid-19, cette maladie qui est quand même peu létale, on en revient toujours aux statistiques, puisque c'est l'essentiel des décès, c'est des personnes très âgées en fin de vie. Pourquoi est-ce que d'un seul coup, il faudrait présenter sur cette maladie en particulier son vaccin partout? Et puis alors, il y a quelque chose qui va au-delà de cela, et ça, on l'a appris il y a quelques heures, quelques jours, dans un entretien accordé à l'émission américaine d'information qui s'appelle 60 minutes. C'était le 11 avril, donc c'était avant-hier. On a vu des responsables du Pentagone, c'est-à-dire du ministère de la Défense américain, qui sont venus présenter au public des avancées technologiques de l'armée américaine pour lutter contre les pandémies en général et contre la Covid-19 en particulier. Et dans cette émission, il y a eu une solution phare qui a été présentée. Ça a été qu'on a expliqué au public, ça se passe dans cette émission qui s'appelle 60 minutes aux États-Unis à la télévision, et ça a été présenté sur CBS, le développement d'une puce, tiens donc, à insérer sous la peau et qui serait capable de détecter la présence de la Covid dans le corps d'une personne avant même qu'elle ne présente des symptômes. Moi déjà, ça me paraît complètement mirobolant du point de vue technique. Je sais que tout est possible, mais ça me paraît quand même vraiment mirobolant que l'on puisse, avec une puce, déterminer si quelqu'un a un virus dans le corps à tout instant, même si vous n'êtes pas encore symptomatique. Mais si les mots ont un sens, et en supposant que ça fonctionne, ça veut dire que cette puce, si vous l'avez dans le corps, elle est reliée à quelque chose pour informer quelqu'un d'autre. C'est évident. Sinon, elle ne sert à rien. Donc ça veut dire qu'elle peut transmettre des informations. Ça veut dire que les gens qui étaient complotistes en imaginant que peut-être derrière cette pandémie se cachait l'imposition à chaque être humain sur Terre à terme d'une espèce d'adresse IP personnelle et qui ferait maintenant, dans le futur, avoir un monde où toute personne serait à tout instant localisable dans tous les domaines, on pourrait tous savoir son état de santé, ce qu'elle fait, etc., avec qui elle est, quelle est son activité. Malheureusement, c'est un projet qui paraît orwellien, délirant, totalitaire, comme on n'a jamais pu l'imaginer, mais qui pourtant ne paraît finalement plus si éloigné. Alors il y a un colonel de l'armée américaine qui s'appelle Matt Hepburn, qui était présent à cette émission et qui a précisé « Attention, ce n'est pas une puce gouvernementale redoutée pour suivre chacun de vos mouvements. Pas du tout. Ce serait une espèce de plasma, je sais pas quoi. » Bon. Il va pas dire le contraire. Hein. Il va pas dire « Je vous signale qu'on est en train de pucer toute la population pour vous suivre. » Bon. Donc, voilà. Quel est le degré de confiance que l'on peut faire à un militaire qui nous explique la bouche en cœur que l'idée, c'est de mettre une puce dans le corps humain de toute personne, mais que bien entendu, quelle idée que ça pourrait être de fliquer en fait toute la population. Bon, c'est dramatique. C'est dramatique et je me permets de souligner d'ailleurs que dès le programme que j'avais présenté en 2011, il y a 10 ans, le programme présidentiel et législatif de l'UPR avait déjà, il y a 10 ans, indiqué
que nous saisirions, nous, si nous arrivons au pouvoir, l'Organisation des Nations Unies pour interdire le puçage des êtres humains. Je me rappelle bien entendu, je m'étais fait rironner par les bien-pensants, par les traqueurs comment dirais-je, de complot, etc. Donc j'étais un complotiste. Il n'en demeure pas moins que chaque année qui passe rend cette menace un petit peu plus crédible. C'est la raison pour laquelle je vous invite tous à vous mobiliser, à dire autour de vous ce qui est en train de se passer. Allez voir sur notre site internet, sur notre page Facebook, sur les messages Twitter, les liens justement sur cette avancée qui viendrait de l'armée américaine. Alors ça, c'est le monde de ceux qui acceptent cette arrivée du nouveau monde, qui est un monde épouvantable. Et puis il y a l'autre partie de la population, ce sont ceux qui le refusent. Ce sont ceux qui considèrent que ça va bien, on est arrivé maintenant au bout de ce que l'on pouvait faire. On voit bien que Macron est en train, là, il avait promis qu'il commencerait à déconfiner à partir de la mi-avril. Il n'en est rien. Et on voit bien aussi qu'il a tout fait, tout essayé pour reporter les échéances électorales. On ne sait pas où l'on en est encore au moment même où je parle, mais c'est un véritable scandale, puisque les élections régionales vont avoir lieu début juin, c'est-à-dire dans 1 mois et demi, alors qu'il est impossible de faire campagne. Même pour un parti comme le nôtre, nous ne pouvons pas participer à ces élections, ne serait-ce que parce que ça coûte de l'argent et on ne sait même pas si les dates qui ont été fixées vont être les bonnes. Il ne faudrait pas en mettre au pilon toutes les affiches. Donc ça veut dire que c'est des élections truquées d'emblée, puisqu'il n'est pas possible de faire campagne en ce moment, et donc c'est une prime phénoménale au sortant. Je vois d'ailleurs que Robert Ménard, dont je ne partage pas un certain nombre d'idées par ailleurs, tout le monde le sait bien, mais Robert Ménard a lui-même dit qu'il trouvait que c'était quand même tout à fait ahurissant qu'il y ait des élections dans cette circonstance, puisqu'on ne peut pas faire campagne. Et donc il n'y a que les sortants vont avoir une prime formidable. Au-delà de ces questions d'élections, à très court terme, eh bien, il faut que les Français tiennent bon. Il faut que les Français ne se laissent pas aller. Il faut que les Français, de plus en plus, montrent leur opposition aux dérives actuellement en cours et que, surtout, ils se renseignent et qu'ils fassent connaître autour d'eux ce qui se passe. Parce que je sais que parmi les gens que je rencontre énormément de gens, il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi, comme vous, comme nous, mais aussi beaucoup d'autres qui se laissent embobiner par les grands médias, par le discours gouvernemental, aussi hallucinant que ça puisse paraître. Parmi les dernières informations d'ailleurs dont on dispose, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de pays où le taux de vaccination est important. Et par exemple, je pense au Chili, où on a dépassé les 36 ou 37% de la population, et où les infections sont en très forte croissance. Pareil au Bahreïn. En Israël, pareil. Enfin, en Israël, le Premier ministre Netanyahou a fait valoir qu'on ne savait pas si les vaccins étaient efficaces au-delà de 6 mois. Il y a même une étude israélienne, je crois, qui a montré que le vaccin Pfizer serait quasiment inefficace face aux variants sud-africains. Donc, nous ne savons pas du tout où nous allons. Nous ne savons pas du tout si ces vaccins continuent d'aller. Ce qui est certain, c'est qu'il faut que les Français se mobilisent, tiennent bon et fassent savoir à leurs élus que l'année 2022 arrive et que si, d'ici là, ils n'ont pas changé complètement leur fusil d'épaule, eh bien, ils seront sanctionnés comme il se doit. Vive la République et vive la France.